Tous, je m'appelle Alain Ruffian, je suis urologue à Lyon Sud et le but de cette cinquième partie de l'Atlas de cystoscopie, c'est de vous montrer l'intérêt de la fibroscopie dans le cas particulier difficile de certaines complications de chirurgie de l'incontinence de la femme. Je remercie le laboratoire Ambu pour leur soutien pour cette série de vidéos. Alors, voilà l'exemple type du cas qu'on pourrait avoir, une patiente de 69 ans qui vient vous voir en raison d'une récidive de son incontinence urinaire. Elle vous explique qu'il y a une douzaine d'années, elle a eu plusieurs chirurgies de l'incontinence urinaire, elle a égaré les comptes rendus opératoires, et maintenant vous allez voir l'intérêt de faire une fibroscopie dans ces cas-là. La fibroscopie qui est probablement, avec l'examen clinique évidemment, un des examens complémentaires très importants. Alors d'une façon générale, il faut vraiment essayer de retrouver les comptes rendus opératoires, ne serait-ce que pour pouvoir faire des déclarations de pharmacovigilance si jamais une partie de ces complications concerne du matériel. Mais on a ces cas aussi qui peuvent arriver de patientes qui n'arrivent pas à retrouver leur compte rendu opératoire. C'est pour ça que j'ai mis cette situation clinique en exergue. Alors, comme les complications peuvent être multiples, j'ai simplement cette fois-ci montré plusieurs séquences de vidéos. Alors voilà par exemple un cas de lithiase dont on doit suspecter qu'elle est probablement sur une bandelette urétrale. Alors là, on a un gros intérêt des échographies de bandelettes, hein. Mais vous voyez que là, on a utilisé une pince à corps étranger pour essayer de bouger cette lithiase et de bien confirmer qu'elle est au contact d'une bandelette. En l'occurrence, on n'a pas réussi à la bouger parce que ça faisait mal à la patiente et que ces petites pinces à corps étranger sont très bien pour enlever des sondes double J, mais sont largement insuffisantes pour pouvoir fragmenter une lithiase. Donc là, à ce stade-là, on n'avait pas de certitude. Ce qu'on a fait dans ce cas particulier, c'est de demander une échographie de bandelette pour être certain du type de bandelette qui était concernée. Était-ce une bandelette extériorisée par voie suspubienne ou par voie transobturatrice? En l'occurrence, c'était une bandelette extériorisée par voie suspubienne, ce qui peut avoir des conséquences en termes de prise en charge. Voilà un deuxième cas où là on a une patiente qui se plaint de phénomènes d'infection à répétition et on voit, on devine plutôt pour l'instant à ce stade de l'endoscopie quelque chose qui pourrait ressembler à une lithiase. On va voir au fur et à mesure en faisant des allers-retours, on va mieux voir la lithiase et surtout on va voir un point qui est relativement important. Alors là, vous voyez, on voit on est allé explorer la vessie. C'est toujours très important à la fois d'explorer l'urètre et d'explorer la vessie dans ce type d'incontinence. On voit que cette lithiase, elle est là depuis un certain temps. Bon, le diagnostic de lithiase souffre peu de discussion, mais là, vous voyez qu'en fait, on va essayer de s'acharner à trouver le pas, le, le- la zone d'implantation, et là, on va voir à un moment donné, à force d'application, on va voir la bandelette sous-urétrale qui est responsable de cette lithiase. Donc c'est assez important parce que ça va permettre également, vous voyez, on a deviné là, on voit la petite couleur bleue caractéristique de certains types de bandelettes. Et là, le diagnostic est absolument certain. En l'occurrence, c'était une bandelette extériorisée par voie transobturatrice. Donc là, on a le diagnostic de lithiase, on a le diagnostic de certitude de l'origine de cette lithiase, donc on va pouvoir proposer une prise en charge adaptée euh, à la patiente. Autre cas d'une patiente qui nous parle de chirurgie de l'incontinence, quand on lui demande si c'est des bandelettes, elle dit oui, oui, probablement. On fait une endoscopie qui ne nous permet pas de voir de choses anormales dans la vessie. Par contre, on a la curiosité d'aller regarder dans le vagin et c'est quelque chose qui est très important de pouvoir faire ça. Alors bien sûr, on peut le faire tout simplement avec un, un- un spéculum, mais il est souvent plus intéressant dans ces cas-là de pouvoir regarder avec le fibroscope. Et là, on a un aspect tout à fait caractéristique euh, de fil de colposuspension.
Alors, une fois qu'on a fait la chirurgie de l'incontinence, si la patiente reste gênée, c'est important de refaire une fibroscopie pour vérifier qu'on n'a pas d'anomalie. Et là, vous voyez ici un cas particulier où la patiente avait eu une exérèse de la bandelette. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte de pseudo-diverticule ou de fistule urétro-vaginale. On verra a posteriori lors de l'exploration chirurgicale que c'était en fait bien une sorte de pseudo-diverticule qui s'était formé. Et dans ces cas-là, bah, effectivement, ça peut expliquer des problèmes résiduels. En l'occurrence, on regarde attentivement dans la vessie s'il n'y a pas de communication avec ce pseudo-diverticule. Mais vous voyez qu'on peut explorer l'urètre de la femme et on devine là cette petite zone de diverticule pour peu qu'on la recherche. Alors, dernier cas, ce sont des cas particuliers, c'est les érosions de sphincter artificielles. Là, cette patiente-là consulte parce qu'elle note une récidive de son incontinence urinaire. Immédiatement, il faut faire une endoscopie et immédiatement, on tombe sur une manchette de sphincter artificiel qui est dans l'urètre. Il faut absolument aller explorer la vessie. Donc, vous voyez qu'on a quelques difficultés à passer à travers la manchette. Alors, il ne faut pas insister outre mesure, mais il faut essayer d'aller voir dans la vessie pour voir si tout le sphincter est finalement dans l'urètre ou si il y a des anomalies visibles dans la vessie. Et là, dans le cas particulier, vous voyez qu'on voit que la manchette est a priori en dehors de l'urètre, mais on visualise aussi une petite zone nécrotique qui traduit la probable présence d'une érosion au contact d'une des parties du sphincter, probablement une tubulure, dont il faudra faire l'exérèse et pour lequel il faudra également prévoir une fermeture. Donc ça, c'est une première anomalie qu'on peut voir, c'est-à-dire une anomalie à l'intérieur de l'urètre. On peut également voir une érosion avec ces sphincters artificiels dans la vessie. Mais l'autre cas pour lequel il faut être vigilant, c'est lorsqu'on a une suspicion d'érosion, là en l'occurrence une patiente qui avait un mauvais fonctionnement d'un sphincter artificiel dans les suites immédiates d'une chirurgie oncologique du vagin. Donc vous voyez cet aspect initialement euh, suspect, hein, bien sûr, d'un urètre qui paraît un peu nécrotique, mais on a beau explorer cet urètre, on ne voit pas du tout d'érosion de sphincter, donc on est entre guillemets plutôt rassuré. Cette patiente avait eu la pose d'un cathéter suspubien dans les suites immédiates de sa chirurgie vaginale et vous voyez qu'on s'acharne, on essaye vraiment de trouver une problématique avec son sphincter, on est plutôt rassuré. Alors là, vous voyez un ballonnet de cathéter suspubien, vous voyez une vessie un petit peu inflammatoire, vous voyez en rétrovision l'absence d'érosion du sphincter, donc on est presque rassuré à ce stade-là, même si, j'insiste, l'aspect visuel de son urètre fait cet aspect un petit peu nécrotique qu'on a vu dans la partie initiale de la vidéo n'est pas très rassurant. Ce qui n'est pas rassurant non plus, c'est le mauvais fonctionnement. Mais là, vous voyez, en rétrovision, quand on recule, on a l'aspect, on a presque l'impression d'un col vésical normal. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut bien penser à chercher le deuxième endroit où le sphincter peut être érodé, et c'est bien sûr le vagin. Et malheureusement, assez vite, dès qu'on va explorer le vagin, alors soit au toucher vaginal, soit avec le spéculum, soit avec le fibroscope, ben là on constate, vous voyez, au voisinage d'un fil, une érosion intravaginale qui va poser l'indication d'une exérèse du sphincter, malheureusement pour la patiente. Alors voilà, tout ça pour vous convaincre d'un point, c'est que dès qu'une patiente a un inconfort urinaire dans les suites d'une chirurgie d'incontinence, il faut absolument faire une exploration endoscopique de la vessie, de préférence avec un fibroscope souple. Il faut retrouver les comptes rendus opératoires initiaux. On a maintenant une aide très importante apportée par les échographies de bandelettes afin de savoir le nombre, le type de bandelette sous-urétrale. Un petit point de détail qui peut avoir son importance, l'IRM ne voit pas les bandelettes sous-urétrales, hein. Elle peut avoir un intérêt en revanche quand on a des infections au contact de ces bandelettes, des ostéites pubiennes. Donc elle a un vrai intérêt probablement également dans le bilan. L'urétrocytographie n'a pas toujours d'intérêt. Peut-être le cas pour lequel il pourrait y avoir un intérêt, bah, c'est si on a un diverticule ou un doute sur une fistule urétro-vésico-vaginale.
Donc je remercie une fois de plus les laboratoires Ambu pour nous avoir permis de pouvoir proposer cette liste de complications possibles visibles en fibroscopie. Je vous remercie de votre attention.